Madame, un certain nombre de questions. La France a renoncé à la construction d'un nouveau satellite Syracuse de télécommunications militaires au profit d'Iris-Carré. Quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner sur la souveraineté que la France et les armées françaises auront par le biais de cette constellation? Quelles seront les garanties que tout sera bien construit sur le sol européen? Quelles sont les garanties que ce seront des lanceurs européens qui propulseront cette constellation? Quelles sont les garanties que les composants, et même y compris, quelles sont les garanties que d'autres pays européens n'auront pas accès aux données chiffrées de l'armée française? Ça, c'est la première question que je souhaitais vous poser. Et ensuite, on a bien vu, vous avez un modèle totalement différent de celui de Starlink. J'imagine un petit peu sur le même format que celle de Kuiper. Mais nous allons avoir une course à cette orbite basse avec 3 grandes constellations qui vont représenter des milliers de satellites, des satellites pour la plupart jetables. Elon Musk envoie même des satellites qui ne fonctionnent même pas, mais ce n'est pas grave, il en envoie et il a la capacité d'en envoyer tellement que cela ne le dérange pas. Par contre, en termes de pollution de l'orbite basse, cela pose question. Quelles sont aujourd'hui vos analyses sur les risques de pollution, sur les risques de réaction en chaîne qui rendraient l'orbite basse inutilisable et ses conséquences? Je vous remercie. Merci, monsieur, pour vos questions très différentes. Alors, je vais commencer par la première, autour de la souveraineté pour les militaires françaises. Effectivement, Iris-Carré, ça va fournir dans plusieurs orbites, mais ce qui intéresse surtout les militaires, c'est l'orbite basse. Ça va venir en 31. Et avec cela, il y a aussi une couche très importante autour de la sécurité et encryption pour pouvoir faire la protection de données. Ça fait partie, en fait, c'est une partie assez conséquente du budget de plusieurs milliards qui est le développement de ces couches-là, des protections et la capacité en orbite basse sur les Ka-1000, qui est en fait la fréquence fournie par la France pour Iris-Carré, va être très sécurisée. La partie capacité plus commerciale, ça, c'est plus sur le spectre des KU, c'est notre spectre, je dirais, plus commercial, va être totalement déconnecté de cette fréquence des Ka-1000 militaires qui va être très sécurisée. Et c'est aussi clair qu'il va y avoir au niveau des prix différents. La capacité militaire va être plus chère parce qu'il porte beaucoup plus de coûts de développement de sécurité autour d'eux. Et la capacité commerciale doit être en prix plus concurrentiel dans le monde. Mais là, il y a beaucoup de garanties et c'est des demandes spécifiques sur tout le supply chain. Ça veut dire les contenus qui vont être produits en Europe. Il y a d'abord une obligation de faire tous les contenus, ça veut dire côté industriel, satellite ou terminaux, doit être produit en Europe. Et côté lanceur, il y a aussi beaucoup de discussions avec Ariane 6, avec les lancements qui sont maintenant plutôt 29-30. Ils vont avoir de la capacité, parce que le petit problème d'Ariane 6, c'est jusqu'à 29-30, ils ont vendu toute la capacité à Kuiper aux US. Alors nous, on a un petit peu de problème pour nos autres satellites qu'on aimerait bien lancer avec eux, mais ils n'ont pas beaucoup de capacité. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ça, c'est vraiment la remontée en cadence pour fournir plus de capacités Mais pour effectivement, pour Iris-Carré, c'est prévu, et les discussions sont en cours aussi avec Ariane. Comme vous le savez, Iris-Carré, c'est à cette première année, c'est vraiment une discussion pour bien terminer qui sont les fournisseurs sur les différentes parties industrielles du Iris-Carré. Et d'ici en décembre, on va savoir si les satellites vont être produits en Belgique ou en France ou en Italie, qui va produire les terminaux. On sait déjà aujourd'hui où vont être les stations sol, et ça sera décidé. De renoncer sur Syracuse, je pense que les satellites français Syracuse étaient surtout sur une orbite géostationnaire, et c'est clair qu'on voit beaucoup, parmi tous les militaires, y compris le français aussi, un switch entre une volonté d'investir sur des capacités souveraines et propriétaires en orbite géostationnaire pour commencer à mettre plus d'argent
sur les orbites basses, parce que c'est là où on retrouve une latence basse qui est quand même clé pour tous les fins militaires. Et nous, on a aussi des discussions avec eux. Alors, oui, en fait, les GEO, ça répond moins bien aux besoins, surtout côté vraiment militaire, que c'est qu'on peut fournir en orbite basse. Et je pense que c'est surtout aussi une volonté de remettre plus de focus sur les autres orbites que les géostationnaires. Les modèles des Starlink, effectivement, les lancements des milliers des objets, ça fait ce qu'on appelle les débris spatials, parce qu'en plus, c'est des satellites en orbite basse qui durent que 4-5 ans. Ça veut dire qu'il y a aussi un renouvellement et ça prend du temps pour une satellite qui est plus en usage de déorbiter. Et on voit une grosse différence entre la position que nous, on a chez Eutelsat Group sur tout ce qui est la gestion des débris en l'espace et nos commitments, qui fait partie de nos commitments des ESR, aussi sur la gestion de la pollution ou des débris en spécial. Nous, on est sous les lois françaises qui nous imposent, et on est ravis d'être imposés, mais qui nous imposent aussi au moins enregistrer tous les débris qu'on a en orbite et de partager ces informations-là, qui est un premier élément. Et on travaille avec plusieurs startups sur les options de déorbiter des satellites où on perd le contrôle. Déjà, on a moins de satellites que Elon Musk qui ne fonctionnent pas. Lui, il a un assez gros dégât. Comme il peut lancer des satellites, vous l'avez dit, un peu jetables, il y a aussi une plus grosse partie des satellites qu'il ne contrôle pas. Et lui, il dit, bon, ça déorbite au plus de X années, parce qu'au fur et à mesure que ça perd la vitesse, finalement, ça va brûler dans l'atmosphère. Mais c'est quand même... Non, c'est la réponse que eux, ils ont dit, que ces débris, ça va se désengager eux-mêmes. Alors, il y a tellement de places à l'espace que c'est pas un gros problème. Et je pense que ça illustre presque un peu de tendances un peu différentes, qu'en Europe, on dit, bon, on commence à s'en occuper un peu le problème avant qu'on crée le problème. Et la réponse américaine se dit, bon, on va trouver une technologie qui va répondre à la problème quand le problème sera là. Et on dit, c'est peut-être mieux de ne pas créer le problème, et si on peut éviter de créer beaucoup de débris et en l'espace, on essaie de se mettre quelques règles. Mais là, c'est vraiment un endroit où on a besoin d'une réglementation ITU, qui est l'organe qui contrôle tous les spectres, qui dit, bon, voilà les règles de jeu en espace. On n'en a pas aujourd'hui, et ça nous manque. On en a en Europe. On est en train de développer cette loi spatiale en Europe qui est, j'espère et je pense, beaucoup inspirée par les lois spatiales françaises. Mais ça ne fait pas de sens de faire quelque chose pour la France que déjà très peu de temps, mes satellites sont au-dessus de la France, ça couvre plusieurs pays. Il faut vraiment avoir une collaboration internationale là-dessus, et aussi faire adhérer surtout les Américains et Chinois au même, parce que sinon c'est de la concurrence un peu difficile. Mais effectivement, on voit vraiment des très grosses différences dans l'attitude vis-à-vis de ces éléments que nous, on trouve importants. Ce n'est pas de créer des débris, et aussi préserver l'espace aussi pour les générations à venir.